Candy était une belle jeune fille de 18 ans, mais personne ne le lui avait jamais dit. Personne ne la regardait vraiment. Personne ne lui souriait avec chaleur au marché de Bafan. Personne ne lui murmurait à l'oreille, « Candy, tu es spécial ». Au lieu de cela, elle n'entendait que des insultes, des ordres secs et des moqueries cinglantes. Elle vivait dans une petite dépendance délabrée, une boiserie réservée aux domestiques, derrière une grande et élégante concession située au quartier résidentiel. Son lit n'était qu'une natte posée sur un mince matelas à même le sol froid, fait de terre battue mal lissée. Quand les grandes pluies de l'ouest s'abattaient sur Bafan, le toit fuyait en gouttes incessantes qui formaient des flaques autour d'elle. Les fenêtres n'avaient plus de vitres depuis longtemps, il n'y restait que des cadres brisés qui laissaient entrer le vent froid des hauts plateaux et la poussière rouge. C'était là son univers sombre et étroit. Chaque matin, bien avant le chant du coq, Candy était déjà debout. Elle nouait un vieux foulard autour de sa tête pour retenir ses cheveux emmêlés, enfilait ses sans confiance, pantoufles en caoutchouc, usées jusqu'à la corde et saisissait un balai de nervures de palmier. Elle balayait la vaste cour, lavait les voitures, frottait les vitres jusqu'à ce qu'elles brillent, passait la serpillière sur les carreaux importés, puis se hâtait de laver le linge des enfants de Papa Nganou, Siaou et Kantchouan. Siaou était capricieuse et impolie. Kantchouan était pire encore, cruel et méprisant. C'étaient les vrais enfants de Papa Nganou. Celui-ci était officiellement le gardien et l'intendant de la propriété. Mais depuis que les véritables propriétaires avaient disparu des années plus tôt, il régnait en maître absolu, comme un chef sans titre. Les propriétaires étaient partis en voyage et n'étaient jamais revenus. Papa Nganou avait pris le contrôle de tout. Un matin, Siaou hurla depuis la véranda, « Candy. Pourquoi mes chaussettes sont-elles encore humides ?» Elle lui lança les vêtements au visage avec dédain. Candy les ramassa calmement, baissa la tête et répondit doucement, « Pardon Siaou, je vais les faire sécher tout de suite au soleil. » Plus tard dans la journée, Kantchouan renversa délibérément son plat de taro sauce jaune par terre. « C'est ça que tu appelles de la nourriture? Tu veux m'empoisonner, idiote ?» Candy nettoya les débris en silence. Elle ne répondait jamais aux insultes. Elle avait appris, à force de coups et de punitions, que le silence était sa seule protection. Ses vêtements étaient toujours déchirés et sales. Elle n'avait que 2 robes en pagne délavées qu'elle alternait chaque semaine, toutes 2 trouées sous les aisselles et trop grandes pour elle. Elle n'avait ni téléphone, ni livre, ni amis. Et surtout, le plus douloureux, elle n'avait ni mère, ni père, ni la moindre trace d'amour. Certaines nuits, elle s'asseyait discrètement à l'arrière de la maison et levait les yeux vers le ciel étoilé au-dessus des collines de Bafan. Des larmes coulaient en silence sur ses joues tandis qu'elle murmurait, « Où es-tu, papa? M'as-tu oublié ?» Papa Nganou lui répétait sans cesse, « Tu devrais me remercier. Ton père t'a déposé ici quand tu étais toute petite et il est parti voyager. Il n'est jamais revenu. Sans moi, tu serais morte dans les rues de la ville. » Mais Candy ne comprenait pas pourquoi son père l'avait abandonnée. Elle n'avait presque aucun souvenir de lui, seulement un objet précieux, une vieille photographie qu'elle avait trouvée un jour cachée dans un livre de la bibliothèque de la grande maison. On y voyait une petite fille assise sur les genoux d'un homme au sourire radieux, portant un grand boubou traditionnel. Au dos, une écriture soigneuse disait, « À ma précieuse Candy, je reviens bientôt. » Elle conservait cette photo sous son matelas et chaque soir avant de s'endormir, elle la regardait longuement et chuchotait, « S'il te plaît, reviens. » Personne dans la maison ne savait qu'elle possédait cette photo. Pour eux, elle n'était qu'une fille sale qui sentait le savon bon marché, l'eau froide et la sueur. Même quand la faim lui tordait l'estomac, personne ne pensait à lui offrir une bouchée. Elle se contentait d'eau et allait se coucher le ventre vide. Pourtant, au plus profond de son cœur, une petite flamme d'espoir continuait de vaciller. Elle ne savait pas que le jour du changement était déjà en marche. Ce matin-là, le soleil se levait doucement au-dessus de la cour. Les oiseaux voletaient dans le ciel bleu, mais Candy ne les remarquait presque pas. Elle était déjà dehors, frottant le sol. Ses doigts étaient douloureux, son estomac gargouillait, mais elle travaillait sans un mot. Siaou sortit sur la terrasse dans une courte robe jaune vif, son téléphone Android à la main, riant bruyamment avec une amie. Elle jeta un regard dégoûté à Candy. « Tu es encore là? Va nettoyer les toilettes, espèce de chèvre. » Candy inclina la tête respectueusement. À cet instant précis, un puissant coup de klaxon retentit depuis le grand portail métallique. Ce n'était pas un bruit habituel. La cour était toujours silencieuse, les visiteurs rares. « Ouvre le portail !» cria Kantchouan depuis l'intérieur. « Tu es sourde ou quoi ?» Candy lâcha sa serpillière et courut vers l'entrée. Elle essuya rapidement ses mains sur sa jupe élimée et tira la lourde grille. Une voiture noire, un gros 4x4 Prado rutilant, était garée dehors. Elle brillait comme un miroir sous le soleil de l'ouest. Candy n'en avait jamais vu de pareil. Le chauffeur en sortit et ouvrit la portière arrière avec déférence. Un homme grand, d'une 40aine d'années, descendit. Ses chaussures en cuir étaient impeccables, sa chemise blanche immaculée sous une veste bien coupée,
ses yeux perçants mais empreints d'une douceur inattendue. Il observa lentement les lieux, puis son regard se posa sur Kang. Leurs yeux se croisèrent. Il se figea complètement. Kang baissa aussitôt la tête. « Bonjour, monsieur, murmura-t-elle, incertaine. « Comment t'appelles-tu » demanda l'homme d'une voix qui tremblait légèrement. « Kang, monsieur, répondit-elle doucement. L'homme s'approcha, ignorant la poussière. « Quel âge as-tu » 18 ans, monsieur. Il laissa tomber son sac en cuir à ses pieds et la dévisagea longuement. Puis, il fouilla dans son portefeuille et en sortit une vieille photographie cornée et usée par les années. « Regarde ça, dit-il simplement. Kang leva les yeux et resta bouche bée. C'était exactement la même photo qu'elle cachait sous son matelas. La petite fille sur les genoux de l'homme souriant. La même image, le même homme. Des larmes inondèrent instantanément ses yeux. « Vous êtes mon père » demanda-t-elle d'une voix brisée. Il hocha lentement la tête, le visage blême d'émotion. « Oui, Kang, je suis ton père. » Il poursuivit, la voix chargée de regret. « Je suis parti pour un voyage d'affaires quand tu étais toute petite. Je devais revenir en 2 semaines, mais j'ai été trahi par mes associés. On m'a tout pris. J'ai été bloqué à l'étranger sans ressources pendant des années. Je viens seulement de me relever. » Kang ne pouvait plus parler. Ses lèvres tremblaient. Pendant toutes ces années, elle avait cru qu'il l'avait oublié, abandonné. Elle avait pleuré seule dans l'obscurité, et voilà qu'il était là, devant elle. À l'intérieur, Kang était assise dans le grand salon, touchant timidement les accoudoirs du canapé. L'odeur de la maison semblait différente, plus de tristesse oppressante, mais une sensation de justice enfin rendue. Son père entra, s'agenouilla de nouveau devant elle. « Je sais que je t'ai manqué, Kang. J'aurais dû revenir plus tôt te protéger, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi, de prier pour toi. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Vous ne m'avez pas oublié ?»« Jamais, » répondit-il en prenant ses mains rugueuses dans les siennes. Elle se blottit contre lui et pleura toutes les larmes de son corps. Il la serra fort, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. Dehors, le portail claqua une dernière fois derrière Papa Nganou et ses enfants. Leur règne tyrannique était terminé. Plus tard dans l'après-midi, M. Njaik tendit à Kang un petit paquet. « Je l'ai acheté à Douala avant de monter ici, en espérant qu'il tirait. » À l'intérieur se trouvait une ravissante robe bleue en tissu de qualité, neuve, douce au toucher. Kang n'avait jamais possédé de vêtements neufs. Elle la serra contre son cœur, émerveillée. Puis il la conduisit à l'étage, dans une chambre où elle n'avait jamais osé entrer. Grande, lumineuse, avec un vrai lit en bois d'ébène, une armoire, une coiffeuse. « C'était censé être ta chambre depuis toujours, » dit-il. « Fini les nattes par terre, fini les corvées. Cette maison est à toi, Kang. » Elle se jeta dans ses bras sans un mot. Dans ce silence, tout fut compris. Le soir venu, Kang se tint sur le balcon et contempla le coucher de soleil sur les collines de Bafan dans toute sa splendeur, le même soleil qu'elle avait regardé autrefois depuis la cuisine en lavant la vaisselle des autres. Cette nuit-là, vêtue de sa nouvelle robe bleue, elle se regarda longuement dans le miroir. Elle peigna ses cheveux, lava son visage à l'eau tiède avec du savon parfumé. Elle sortit la vieille photo de sous le lit et la contempla une dernière fois avant de s'endormir, sereine. Son père vint lui apporter une tasse de thé chaud. Il s'assit près d'elle et lui raconta tout en détail. La trahison de ses associés, la perte de tout, les années de galère, les petits boulots pour survivre, la photo qu'il avait gardée précieusement dans son portefeuille comme un talisman. « Tu as été ma force, Kang. Chaque jour, je pensais à toi. » Elle l'écouta, les larmes coulant doucement. « Je vous pardonne, papa. Vous êtes revenu. » Le lendemain, ils allèrent au grand marché de Bafan. Pour la première fois, Kang choisit ses propres vêtements, ses chaussures, ses rubans. Elle rit devant les miroirs, goûta des friandises, marcha dans les rues animées en tenant la main de son père. La vie changeait à une vitesse qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les semaines passèrent. La concession retrouva sa paix. Monsieur Njaik reconstruisait son entreprise tout en prenant chaque matin le petit déjeuner avec sa fille. Un jour, il organisa une grande réception dans la cour. Les notables et les voisins affluèrent. Kang, vêtu d'une élégante robe blanche, se tint à ses côtés tandis qu'il déclarait publiquement « Voici ma fille, Kang Njaik, l'unique héritière de tout ce que je possède. Elle a enduré des années d'injustice et de maltraitance, mais elle a survécu avec une force et une grâce extraordinaires. Aujourd'hui, je l'honorais devant vous tous. » Les applaudissements fusèrent, les you-you des femmes résonnèrent. Kang entendit son nom prononcé avec respect pour la première fois. Au loin, dans un petit hameau, Papa Nganou, Sieo et Kanchouan vivaient désormais dans une modeste case en briques de terre. Les gens du quartier connaissaient leur histoire et les montraient du doigt. Ils marchaient tête baissée, honteux. Mais Kang ne cherchait pas la vengeance. Sa paix intérieure était la plus douce des revanches.
Elle n'était plus la fille qui ouvrait le portail aux autres. Elle était désormais celle qui en détenait la clé. Et chaque soir, en regardant les étoiles depuis son balcon, elle souriait enfin librement. Sa vraie vie ne faisait que commencer. À ce moment, Papa Nganou sortit de la maison en trombe, alerté par le bruit. Il reconnut l'homme et s'arrêta net, comme frappé par la foudre. « Monsieur Njaik ? Vous êtes de retour ?» L'homme, Monsieur Njaik, se tourna brusquement vers lui, le regard dur comme l'acier. « Nganou, qu'as-tu fait à ma fille? Pourquoi est-elle habillée comme une domestique, couverte de haillons ?» Papa Nganou bégaya, « Monsieur, ce n'est pas ce que vous croyez. » Mais Monsieur Njaik n'écoutait plus. Il fixait Kang. En un instant, il vit tout. Les cicatrices invisibles, la douleur accumulée, le silence résigné. Son cœur se brisa et une colère brûlante monta en lui. La cour devint soudain silencieuse. Même les oiseaux semblaient s'être tus. Papa Nganou restait figé comme un animal pris au piège. Le père de Kang s'approcha de lui, les yeux en feu. « Tu m'avais promis de prendre soin d'elle, » dit-il d'une voix basse et tendue. « Tu avais juré sur la tête de tes ancêtres qu'elle serait traitée comme ta propre fille jusqu'à mon retour. C'était notre accord. » Papa Nganou passa nerveusement sa langue sur ses lèvres sèches. « Monsieur, les temps ont été durs. Vous étiez absent si longtemps. Je ne savais même pas si vous étiez encore en vie. Et alors? Tu l'as réduite en esclavage. » Hurla le père, sa voix résonnant dans tout le quartier. « Toi et tes enfants l'avez forcée à laver, nettoyer, cuisiner pendant que vous viviez comme des notables bamilékés. » Kang recula d'un pas, toujours près du portail, les mains tremblantes. Jamais personne n'avait pris sa défense. Jamais. Xiao sortit alors, mâchant bruyamment son chewing-gum. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle d'un ton agacé. Mais en voyant l'homme confronter son père, ses yeux s'écarquillèrent. Quand Chouan apparut à son tour, son téléphone neuf à la main. « Qui ose crier comme ça chez nous ?» Monsieur Njaik se tourna vers eux. « Vous deux? Vous avez fait laver vos sous-vêtements par ma fille. Vous l'avez insultée, affamée, traitée comme une moins que rien. » Xiao ricana nerveusement. « Attendez, c'est votre fille? Cette chose? » « Oui, répondit-il froidement. « Et cette concession, cette villa, tout cela m'appartient. » Quand Chouan laissa tomber son téléphone qui se brisa au sol. « Et quoi ?» Monsieur Njaik se tourna de nouveau vers Papa Nganou. « Faites vos valises. Vous avez 1 heure pour quitter les lieux. » Papa Nganou tomba à genoux dans la poussière. « S'il vous plaît, Monsieur Njaik, ne faites pas ça. Elle n'a jamais dit qui elle était. » Le père rugit, « Tu savais parfaitement qui elle était. Tu as choisi la cruauté malgré tout. Tu l'as nourrie? Tu lui as donné un abri décent? Non. Tu lui as donné de la souffrance, de la solitude, de la honte. » Des larmes coulaient maintenant sur les joues de Kang. Ses jambes tremblaient mais elle restait debout, regardant se dérouler la scène qu'elle avait si souvent imaginée dans ses prières les plus secrètes, la justice. Quand Chouan tenta faiblement, « Monsieur, nous sommes désolés, nous ne savions pas. » « Silence, » tonna le père. « Si vous aviez la moindre bonté en vous, vous l'auriez montrée, peu importe qui elle était. Vous avez traité une enfant sans défense comme une ordure. Cela en dit long sur la noirceur de vos cœurs. » Il se tourna ensuite vers Kang, s'agenouilla devant elle sans se soucier de salir son pantalon et dit doucement, « Ma fille, je suis tellement désolé de t'avoir fait défaut. Mais je suis là maintenant, et je te promets sur l'honneur de notre famille que plus jamais tu ne souffriras. » Kang éclata en sanglots, non plus de douleur, mais d'un immense soulagement. Enfin, quelqu'un la voyait vraiment. Dehors, des voisins du quartier commençaient à s'attrouper, curieux, murmurant en gomala, la langue locale. Mais au centre de la cour, le silence était lourd. Xiao et Kang Chouan se sentaient soudain très petits. Le père de Kang se redressa, les yeux rougis. « Rentre à l'intérieur, Kang, » dit-il doucement. « Attends-moi au salon. » Elle hésita un instant. Pendant des années, elle avait eu peur d'entrer dans la grande maison autrement que pour nettoyer. Mais cette fois, elle obéit avec une nouvelle assurance. « Oui, papa, » murmura-t-elle pour la première fois. Elle marcha lentement vers le salon, traversa les pièces qu'elle avait récurées des milliers de fois et s'assit pour la première fois sur le canapé en cuir moelleux, au lieu du sol. Papa Nganou le suivit du regard, désespéré. « Monsieur, je vous en supplie, nous n'avons nulle part où aller à Bafan. » Monsieur Njaik secoua la tête. « Vous avez eu des années pour choisir la miséricorde. Vous avez choisi l'orgueil et la méchanceté. 30 minutes, pas une de plus. » Xiao croisa les bras, encore arrogante. Comment étions-nous censés savoir? Elle avait l'air d'une simple bonne. Monsieur Njaik la fixa froidement. Voilà. Tu viens de dire la vérité. Vous l'avez jugée sur ses vêtements en lambeaux, sur son silence. Mais la vraie noblesse marche souvent en haillons. Partez. Bientôt, on entendit le bruit de sacs traînés sur le sol.
Papa Nganou, Sieo et Kanchouan franchirent le portail avec leurs affaires empaquetées à la hâte dans des sacs banjoc. Un vieux taxi jaune les attendait sous le soleil brûlant. Personne ne leur offrit un verre d'eau. Personne ne leur dit au revoir. Les voisins observaient en silence, certains choqués, d'autres commentant à voix basse, « Je croyais que cette fille n'était qu'une domestique. En réalité, c'est la fille du grand patron de Jaïk. »